Troisième partie. La première dose est gratuite, ou presque. Le confort ou l'aventure. Chapitre 18. Être seul, être pauvre de besoin, être ignoré, étranger et chez soi partout, et marcher, solitaire et grand, à la conquête du monde. Isabelle Eberhardt. En 2012, l'auteure américaine Anne Rice a publié un roman fantastique intitulé The Wolf Gift, qui fut traduit en français un an plus tard et publié sous le titre Le don du loup. Le roman commence de manière anodine. Reuben Goldin, un journaliste du San Francisco Observer, se rend à Needham Point pour faire une entrevue avec la propriétaire des lieux, la riche Merchen Nindunk, dont la demeure familiale est une sorte de château gothique surplombant le Pacifique. Ils parlent, ils jasent. Ils finissent par passer la nuit ensemble et le lendemain matin, avant même d'avoir bu leur premier café, ils se font attaquer par un loup-garou. Ce genre de rebondissement ne surprend pas dans un roman fantastique. Là où Anne Rice nous étonne, c'est quand elle décrit les jours qui suivent cette attaque. Reuben a repris ses activités quotidiennes. Il vérifie ses messages téléphoniques. Il surfe sur le net et passe un moment sur les réseaux sociaux. Il prend ses courriels et jette un œil à son cellulaire pour voir si quelqu'un lui a envoyé un texto. Il écoute de nouveau sa boîte vocale. Il retourne sur Internet, surfe un long moment, sur un autre réseau social, envoie quelques courriels puis vérifie s'il a reçu un texto. Bref, il est constamment rivé à un écran, que ce soit celui de son cellulaire ou de son ordinateur. Ces premiers chapitres sont assez déroutants. Et on est aussi heureux que soulagé quand Reuben commence à se transformer en loup-garou. À partir de là, le rythme du récit change. Reuben ne touche plus à aucun de ses appareils. On le voit plutôt courir dans la forêt pour jouir de ses nouvelles capacités physiques. Il grimpe dans des séquoias géants, au sommet desquels il déclare se sentir plus vivant que jamais. L'action défile ensuite, pour notre plus grand plaisir. Avec ce roman, Anne Rice nous présente un miroir de notre société. On ne peut le lire sans se remettre en question. Sommes-nous aussi absorbés dans le monde virtuel et dépendants de ces instruments de communication que son personnage principal? La réponse est oui, évidemment. Si Anne Rice a réussi à bousculer son lecteur, c'est parce qu'habituellement, dans les films et les romans, on voit les personnages discuter, cuisiner, manger, se déplacer, s'affronter, se sauver. On en voit rarement qui passent leur temps sur les réseaux sociaux ou devant la télévision. Et quand ça arrive, on sait qu'il s'agit d'une astuce. Et que ce rythme qui nous ennuie n'est que temporaire, que bientôt il va se passer quelque chose d'important, que le personnage va bien finir par sauter à pieds joints dans l'aventure. Si les auteurs, qu'ils soient romanciers ou scénaristes, évitent les longues scènes présentant un personnage figé devant un écran, c'est justement parce qu'il n'arrive rien dans la vie d'une personne qui emploie son temps de cette manière. Pour raconter une histoire, il faut qu'il y ait de l'action. Vous allez me dire que la vie n'est pas une fiction. Et vous avez raison. N'empêche, la vraie vie est en dehors. Les études le prouvent. Alors, si vous voulez en avoir pour votre argent, il faut investir vos dollars dans des expériences de vie plutôt que dans des biens de consommation, quels qu'ils soient. C'est ce qu'explique le psychologue de Harvard, Daniel Todd Gilbert, dans son livre « Et si le bonheur vous tombait dessus ?» On peut écouter sa conférence TED sur le même sujet. Faire des choses, sortir de chez soi, rencontrer les autres, c'est s'impliquer dans sa vie. Et même si, après l'expérience, il ne nous reste rien de tangible physiquement, le souvenir de l'événement, lui, demeure longtemps dans notre mémoire. Ce qu'on a appris sur le monde et sur soi-même aussi. Il est d'ailleurs possible qu'on n'oublie jamais ce qu'on vient de faire, alors qu'on ne se souvient déjà plus du plaisir ressenti à l'achat de notre avant-dernier téléphone intelligent. Une expérience, ce peut être n'importe quoi. Une visite au musée, une promenade en forêt, une randonnée de vélo,
un week-end dans un village au bord de la mer. En fait, ça peut aussi bien être une crème glacée qu'on a mangée au bar laitier du coin qu'un après-midi pluvieux passé à bricoler. Ça peut être aussi 1 heure ou 2 de jardinage, 1 heure ou 2 passée à explorer notre quartier ou une ville voisine, 1 heure ou 2 à consacrer à un jeu de société, un souper en famille ou entre amis, un café au lait avec une personne qui nous est chère. Une expérience, donc, ça varie du très simple au très compliqué. Son coût aussi peut varier. Un café au lait, dans un café du quartier, coûte 5 $. Un voyage à l'étranger, au moins 1 000 $. L'important, c'est d'être engagé dans la vie, d'être actif, participatif. Il faut se réapproprier au moins une partie de ces 4 heures qui nous appartiennent, celles que les écrans ont grugées au fil des ans.